Je représente aussi un collectif qui s'appelle Boussole Palestine, qui est un regroupement de Palestiniens en France et qui milite qui porte la voix du peuple palestinien en lutte ici depuis la France et qui est notamment à l'origine du mouvement Urgence Palestine. Vous avez peut-être suivi l'émergence là pendant les événements qui est à l'avant-garde de la démobilisation en France pour faire entendre la voix de la Palestine. Je n'ai pas spécialement préparé d'intervention pour ce soir. Je vais réagir un petit peu au film. Et comme on n'est pas extrêmement nombreux, on peut en profiter vraiment pour discuter. Enfin, je vais dire 2-3 mots et puis très vite on va pouvoir lancer une discussion. Je ne connaissais pas ce documentaire. Et je trouve que c'est un très bon choix. Je trouve que c'est un film assez juste, assez touchant. Et en fait, sa particularité, c'est que je trouve assez dénudé, quoi, en fait, assez simple. Et en fait, son intérêt pour moi, c'est que il montre des choses de manière très simple, très directe. Et en fait, il permet de toucher un peu la réalité de tous ces concepts dont nous, Palestiniens, sommes constamment en train de parler. Celui de l'occupation, du déplacement, de ce que c'est qu'un réfugié, de ce que c'est que la colonisation. Alors évidemment, c'est un film, évidemment, c'est une œuvre, et évidemment, il y a un parti pris, il y a un angle. Je ne dirais pas le contraire, mais il y a un truc qu'on dit nous tout le temps, c'est que on ne demandera rien d'autre que la vérité. Plus on montrera la vérité, plus on montrera les faits, et plus ce sera clair qu'on se bat pour la justice en réalité. Et donc là, ce que je trouve de très bien fait, c'est ça, c'est de montrer réellement la justesse des choses. Et puis il est bien choisi dans le moment présent parce que ça résonne terriblement avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc ce qui montre, c'est avant tout le cadre global. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment les Palestiniens dire on ne subira pas une deuxième Nakba. Deuxième Nakba. La Nakba du nom, donc c'est là-dessus qu'ouvre le monsieur au début du film, du déplacement de masse des Palestiniens en 1948 à la création de l'État d'Israël. Et donc on parle de 800 000 Palestiniens, c'est à peu près 60% de la population palestinienne de l'époque, qui est forcée de partir de chez elle et qui se retrouvent réfugiés. Et aujourd'hui, plus de la moitié de la population palestinienne a le statut de réfugié. Je reviendrai dessus un peu plus en détail. Mais donc, il y a vraiment cette idée de la Nakba qu'on a vécue en 1948, puis la Naksa, le second grand déplacement dont on parle aussi un petit peu en 1967. Et ça résonne terriblement, et en fait c'est ce qui est plus terrible là, dans les images qu'on voit actuellement, avec ce déplacement des gens, et ces près d'1,5 million de Palestiniens qui se sont retrouvés dans le sud de la bande de Gaza. Il y a ce rappel-là, il y a plein de choses, il y a plein de choses frappantes, mais bon, le camp de réfugiés qui est là, c'est le camp de Jabalia, c'est le plus grand camp en Palestine. Alors ça ressemble plus du tout à ça aujourd'hui. C'est infiniment plus densément peuplé. En fait, toute la bande de Gaza est beaucoup plus dense aujourd'hui, donc ça ne ressemble pas forcément à ça. C'est resté un camp de réfugiés, donc c'est plus des tentes, c'est des constructions dures, mais d'une pauvreté extrême. Le camp de Jabalia a payé et paye encore aujourd'hui un très lourd tribut dans cette agression actuelle. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était en fin octobre, les bombardements sur un marché, notamment, c'était mi-octobre. Un marché, donc dans une des zones les plus densément peuplées du monde, qui a fait 200 victimes en un bombardement. Donc il y a ce camp de Jabalia qui parle beaucoup aux Palestiniens aujourd'hui. Il y a effectivement, ouais, j'ai pris quelques notes, je vais les reprendre. Parce que, excusez-moi. Ouais. Donc il y a cette idée-là de. Donc je vous disais, là, Jabalia, c'est plus détente aujourd'hui. Et donc dans un peu ce traumatisme qu'on est en train de revivre aujourd'hui, effectivement là les gens, dans le sud de la bande de Gaza, sont aujourd'hui dans des tentes. Et très concrètement, aujourd'hui on sait pertinemment qu'il n'y a pas assez de toit pour mettre sur la tête de tous les Gazaouis. Et à l'approche de l'hiver, c'est un problème assez terrifiant. Et donc ça, en fait, ce truc-là,
on est quand même malgré tout en train de revivre. On sait que le plan, là, israélien aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin que ça. Et le plan de pousser les Palestiniens vers l'Égypte, il est annoncé. Les Palestiniens disent on s'aidera pas, on ne revivra pas ça, mais quand même, il y a vraiment ce traumatisme qui est en train de se réactiver, là, qui est assez terrible, et dont on voit aujourd'hui les images. Et j'ai plein d'amis qui me disent toute l'horreur qu'on est en train de vivre là depuis 6-7 semaines, les images les plus dures, c'est celles sur la rue Salah Eddin, qui est cette grande rue qui traverse la bande de Gaza du nord au sud, et de voir ces populations à pied. Et en fait, c'est des images qu'on a vues montrées par nos grands-parents dans les histoires de ces grands exodes-là. Donc c'est le point, je pense que c'est le point principal de ce film. Après, comme tu le disais aussi, il y a ce jeu-là qui fait de mettre en parallèle les déclarations israéliennes et la réalité des faits. Et ça, c'est clair que c'est une constante, tu vois, le cynisme absolu des dirigeants israéliens, de leur propagande, la déconnexion totale avec la réalité, qui fait que la conséquence ici, c'est que l'image globalement renvoyée est en déconnexion totale avec ce qu'on vit et avec ce qu'est la réalité des choses. Et en fait, ouais, ça revient à mon point initial, c'est en fait on ne demande rien d'autre que de montrer la réalité de ce qui se passe, et on sait que rien que ça va déjà mais changer fondamentalement la perception que peuvent avoir les opinions occidentales notamment de ce qui se passe en Palestine. Ouais, un petit mot sur ce statut de réfugié, sur ce que ça veut dire d'être réfugié. On parle des réfugiés, on parle aussi des prisonniers dans ce documentaire, qui sont ce qu'on appelle les constantes du mouvement national palestinien. Il y a eu énormément d'évolutions dans le mouvement national palestinien. Là, on est dans une époque pré-Oslo. On est dans une époque où l'OLP va commencer à gagner sa reconnaissance sur la scène internationale. On est aux prémices de cette phase où le mouvement national palestinien va être à la recherche de la création d'un État, de reconnaissance internationale, etc. Il y a eu d'autres phases avant celle-là, dans les années 70, avec notamment le FPLP, le Fatah, les détournements d'avions, ce qu'on appelait le terrorisme international, etc. Et puis après, là on est 2 ans avant le déclenchement de la première intifada, qui est d'ailleurs démarré du camp de Jabalia, du camp qu'on voit ici. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire du mouvement national palestinien, mais il y a des constantes, jusqu'à aujourd'hui. Les points principaux sont la libération de toute la Palestine, on pourra en reparler. Jérusalem est la capitale de la Palestine, le retour de tous les réfugiés et la libération de tous les prisonniers. Donc je vous disais, plus de la moitié de la population palestinienne aujourd'hui, près de 14 millions de personnes, sont des réfugiés. En Palestine ou en dehors de Palestine, et là c'est principalement dans les camps de réfugiés, principalement au Liban, en Jordanie, un petit peu en Syrie. La bande de Gaza est peuplée à 80% de réfugiés. Donc c'est exactement ce qu'on illustre là. C'est les gens qui habitaient en gros autour de Gaza, qui en 1948 sont venus s'établir dans la bande de Gaza. En Cisjordanie c'est pareil, il y a beaucoup de camps de réfugiés, et chaque grande ville palestinienne a aussi son camp de réfugiés qui a accueilli les gens qui ont quitté ce qui est devenu Israël pour aller se réfugier là-bas. Leur statut change. Alors, ils sont tous reconnus comme réfugiés par les Nations Unies, ont une carte des Nations Unies, sont éduqués dans les écoles des Nations Unies. C'est ce qu'on voit ici. L'UNRWA, c'est l'Office des Nations Unies qui gère l'éducation des réfugiés palestiniens. Mais leur statut varie quand même d'un camp à l'autre et d'une région à l'autre. Et de manière globale, ça c'est un truc aussi très, très important à comprendre, c'est le peuple palestinien est morcelé. Et en fait, ça fait partie aussi de la stratégie qui est mise en œuvre pour faire disparaître le peuple palestinien, pour l'effacer, pour l'empêcher de son droit à l'autodétermination. C'est ce morcellement du peuple palestinien. Et aujourd'hui, un Palestinien, qu'il soit à Gaza, à Jérusalem, en Cisjordanie, dans les camps de réfugiés, dans l'exil, n'a pas les mêmes droits. Peut ou ne peut pas aller en Palestine, peut ou ne peut pas voyager, etc. Dans les camps de réfugiés au Liban, c'est encore très différent, c'est des situations très compliquées aussi. Donc le problème des réfugiés, il est fondamental. Ce que dit le droit international là-dessus,
La résolution 180 des Nations Unies dit tous les réfugiés ont le droit de rentrer chez eux, ont le droit à une compensation parce qu'ils ont perdu au moment où ils ont été chassés de chez eux. Ça, aujourd'hui, c'est une constante à laquelle tous les Palestiniens sont attachés. Et tout Palestinien grandit en sachant d'où il est originaire. D'accord. Et avec ce désir de retourner chez lui. Bon, c'est assez. Voilà. Vous demandez à un Palestinien d'où il vient, il va vous citer le nom de la ville d'où il vient. Quand bien même cette ville aujourd'hui n'existe plus sur la carte parce qu'elle a été remplacée par une ville israélienne. Donc voilà, le point des réfugiés est absolument fondamental et c'est pour ça que c'est pas mal aussi de projeter ça ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres thèmes qu'on peut évoquer là ou si on. Non, on peut peut-être ouvrir pour Ouais, si quelqu'un a des questions sur le film, sur ce que tu viens de dire. Ouais. Moi, j'en avais une première sur le film, mais je ne sais pas si vous saurez répondre, pas forcément. Quelque chose que j'ignorais, c'était qu'il y a eu aussi des colonies israéliennes dans la bande de Gaza. Bon, la Cisjordanie, c'est une histoire qu'on connaît un peu plus, je pense. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Bon, j'imagine qu'elles n'existent plus depuis 20 ans, mais qu'est-ce que sont devenues les infrastructures? À quoi ça ressemble aujourd'hui? C'est quoi l'histoire de ces endroits Aujourd'hui, tu as quelques grands bâtiments qui ont été réutilisés. Il ne reste pas grand-chose. Mais par exemple, la grande colonie de Netzarim qui est au centre de Gaza, c'est un quartier d'ailleurs qu'on appelle toujours Netzarim aujourd'hui. Duquel il y a quelques bâtiments qui sont restés, mais globalement aujourd'hui c'est une présence qui est complètement effacée. Complètement effacée. C'est un truc, effectivement, tu vois, dans le film tu vois bien, enfin, là aujourd'hui ça existe encore en Cisjordanie, tu le vois bien, mais tu vois ce parallèle là, où le décalage entre les images que tu vois côté palestinien et puis ce que tu vois côté colonie, et c'est des images qui ont été, là, nous, qui nous ont marqués au 7 et 8 octobre, quand tu vois des Palestiniens qui sortent pour la première fois de Gaza et qui se retrouvent dans les kibboutz juste autour. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vert, quoi. C'est beau, c'est fleuri, il y a des pelouses, etc. et tout. Et ce truc, tu le vois aussi un peu ici. Et ça te montre réellement enfin, la dépossession totale de toute ta terre, mais jusqu'à l'eau en fait. Enfin, la raison pour laquelle c'est vert côté israélien et pas côté palestinien, c'est que en fait on n'a pas accès à l'eau. On n'a pas accès à l'eau. Même les nappes phréatiques sont contrôlées, même, enfin tu peux pas forer même dans Gaza, tu peux pas forer en réalité. Donc ce truc de la colonie là, au milieu de Gaza, ça montrait super bien cet accaparement là. Aujourd'hui tu le vois très très bien encore en Cisjordanie. Et Gaza tu le voyais tout autour. Sauf qu'aujourd'hui, comme tu le vois ici, enfin comme vous voyez tous, on est passé à un niveau de militarisation largement plus élevé. Enfin, vous voyez l'accoutrement des soldats aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Les clôtures, c'est plus des barbelés, enfin c'est des murs de 8 mètres de haut et 8 mètres sous terre. Donc on est monté en intensité, mais en fait, ouais, ce truc-là, tu le vois quand même toujours. Ouais. D'autres questions? Moi, je voulais sinon te questionner sur. On a vu quand même que au début de la guerre, il y a eu un bombardement massif du camp de Jabalia. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la situation là-bas aujourd'hui même? Ouais. Alors, effectivement, très tôt, les habitants de Jabalia, donc c'est plutôt au nord de la bande de Gaza. Hein. Donc en gros, Jabalia, Beth Lahi et Beth Hagoun, qui sont les trois localités au nord de la bande de Gaza, ont reçu assez tôt l'ordre d'évacuer. Et en fait, c'est ce genre, tu vois, d'actes terrifiants qui ont poussé les gens à partir. Et c'est aussi pour ça qu'ils le font. C'est un peu le massacre de Deir Yassin de 1947, des massacres absolument terrifiants qui servent à faire peur à la population et à la pousser sur les routes de l'Exode. Donc, ce massacre-là du marché de Jabalia, il avait cette fonction. Il avait cette fonction. Aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres réellement, mais en gros, il doit rester
peut-être un tiers de la population quand même. Enfin, la bande, le nord de la bande de Gaza est pas vide encore. Hein. Parce que les gens tiennent à rester chez eux et parce que aussi ça devient très 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 dur aujourd'hui de se réfugier dans le sud. En gros, si tu n'as nulle part où aller aujourd'hui, ça n'a même plus d'intérêt. Si tu veux, même d'un point de vue strictement survie, d'aller dans le sud de la bande de Gaza. Si je parle un peu d'exemple personnel, tu vois, dans ma famille qui est du coup dans le centre de la ville de Gaza, tu as une première partie, mes plus proches, qui sont partis dans le sud, donc à Rafah, parce qu'ils connaissaient des gens là-bas, et ils sont tous entassés dans des maisons, certes, mais ils sont dans des maisons. Tu as une autre partie qui est descendue après, et donc ils sont arrivés à Rafah il y a 2 semaines. Et donc là, ils sont dans des tentes, dans les cours de récréation d'école de l'ONU, qui, on le sait, sont pas nécessairement des endroits plus sûrs que d'autres. C'est simplement que là, tu arrives à avoir quelques aides qui entrent, très très maigres. Donc en réalité, tout ça pour dire que donc le nord, très vite, ils ont reçu l'ordre d'évacuer. Donc comme je disais, Jabalia, c'est extrêmement dense. Donc ces massacres-là, où l'hôpital Al-Ahli qu'on voit ici aussi a été ciblé, dans ce but-là de pousser les gens vers le sud. Et une autre question donc, sur les trêves qui a été faite pendant quelques jours. Est-ce que tu sais un peu comment ça s'est passé à Gaza pendant la trêve? Et depuis la reprise des bombardements, quelle est la situation? Est-ce qu'elle s'est aggravée? Enfin, pas aggravée forcément, mais est-ce qu'elle est genre encore plus violente qu'elle n'était dans le passé? Est-ce que c'est moins violent? Enfin, comment je Alors, pendant la trêve, bon, on avait des... Tu vois, en fait, maintenant, c'est... Faut vraiment... Ils ont réussi ce truc, au moins, temporairement, de couper Gaza en deux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu parles, tu distingues un petit peu la situation dans le sud, dans le nord. Notamment, dans le nord, les communications sont encore plus difficiles. Donc très concrètement, j'ai pas mal de membres de la famille de qui j'ai plus de nouvelles, même pendant la trêve, dans le nord. On sait également que toute l'aide qui est rentrée par Rafah n'allait pas jusqu'au nord. Donc on sait que la situation est terrible d'avoir. Pendant ces quelques jours de trêve, les gens tentaient de se ravitailler. En gros, c'est à ça que tu passais ta journée. Tu passais ta journée les premiers jours à essayer de rentrer chez toi, sortir des cadavres des décombres, enterrer tes proches, tes voisins si tu pouvais, puis essayer de te ravitailler. Donc voilà, faire la queue pour un peu d'eau, un peu de faim, un peu de gaz. La trêve, ça a été une période un peu particulière. Et d'ailleurs, c'est bien qu'on en parle parce que c'est un peu un tournant aussi dans ce qui se passe là-bas et dans le mouvement ici en France de solidarité et de soutien au peuple palestinien. Ça a été un moment un petit peu particulier où effectivement le premier réflexe c'est de respirer un petit peu, tu vois, donc c'est de sortir de chez toi, de respirer, de te dire mince comment maintenant je vais réussir à survivre. Et ces questions vont devenir de plus en plus prégnantes là vraiment, hein, tu vois, c'est vraiment de la survie. En même temps que ça, tu as tout le contexte politique qui fait que la libération des prisonniers palestiniens en Cisjordanie a donné lieu à de grosses fêtes, tu vois, où en gros, on était à la fois sous le choc de ce qu'on venait de vivre, à la fois extrêmement fiers et de la résistance palestinienne qui fait que on a pu exiger la libération de prisonniers. On a pu mettre en échec le plan israélien qui était de très vite pousser les gens hors de Gaza, de montrer d'une manière ou d'une autre qu'ils avaient réussi des objectifs militaires, que ce soit avec leur mensonge de l'hôpital Al-Shifa, avec leur volonté soi-disant de récupérer des otages par la force, etc. En gros, ils n'ont pas réussi grand-chose militairement, beaucoup de leurs mensonges ont été exposés, et la résistance a tenu bon, et a réussi à imposer cet échange de prisonniers à Israël. Donc en gros, tu as ce contexte politique quand même où tu te dis, on a tenu, ces images de libération, c'est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement important.
j'ai parlé des réfugiés, les prisonniers, c'est un sujet très important aussi. T'as près d'un Palestinien sur deux, 40% des Palestiniens qui depuis 67 sont passés par la prison israélienne. Donc les prisons israéliennes, c'est un des principaux outils qui permet de maintenir ta population sous domination. Alors bien sûr, c'est un outil de répression extrêmement efficace et immédiat, mais c'est aussi un outil de désorganisation de ta classe politique et de ta société civile, qui fait qu'aujourd'hui la plupart des leaders palestiniens sont en prison, que ce soit les leaders politiques ou les leaders de n'importe quelle organisation de la société civile. Donc la question des prisons, elle est importante, et comme la lutte que l'on mène, c'est une lutte pour la libération, ces moments où on a vécu la libération imposée par la force de la résistance à l'occupant de femmes, enfants qui étaient en prison sans jugement pour des durées indéterminées, ça a été un moment de fierté incroyable pour les Palestiniens, et un moment, comme il y en a eu d'autres depuis début octobre, où on a un peu, tu vois, touché du doigt ce que pouvait être la libération. Et c'est ça qui est assez terrible, c'est que en réalité, tous les Palestiniens sont absolument conscients du prix terrible d'une guerre de libération. Et là, réellement, enfin, le prix, le niveau du massacre, du génocide, j'ai même pas encore évoqué le mot génocide, mais c'est un génocide qui est en cours. La violence de génocide, elle est absolument terrifiante. On parle de 20 000 morts, mais en réalité, on sait que c'est beaucoup plus, parce qu'il y en a énormément qui sont encore sous les décombres. Donc on va parler de 1-2% de la population de Gaza en quelques semaines. Enfin, c'est insensé. Même comparé à d'autres conflits de haute intensité, c'est des niveaux rarement atteints. Donc en gros, il y a énormément de choses qui se clarifient d'un coup. C'est la violence du projet génocidaire et avec quelle force il peut être mis en œuvre. À quel point l'Occident est non seulement passif à ça, mais en réalité partie prenante. Il est très clair, il a été très clair que le soutien apporté à Israël, il est responsable de cette situation. On leur a donné un feu vert pour le faire et on ne leur a toujours pas enlevé. Donc tu as ça, tu as ce côté-là, et tu as de l'autre côté la conscience du fait que, ouais, mais en fait, c'est une guerre qu'on mène, c'est une bataille qu'on mène pour notre libération. Ça coûte terriblement cher et ça va coûter cher. Mais c'est juste, c'est beau, c'est ce qui unit les Palestiniens et c'est ce qui les fait tenir et avancer. Donc tout ça, on l'a vu là, dans ce moment-là. Donc juste pour revenir à ta question de la trêve puis la suite, il y a plusieurs enjeux. Le fait que Israël reprend dans son projet génocidaire dont elle se cache même plus. Le fait que du coup, un des enjeux immédiats pour nous, c'est d'obtenir un cessez-le-feu, une levée du blocus. Pour ce faire, il est demandé aux populations du monde entier de mettre la pression maximale sur leurs gouvernants pour qu'ils enlèvent leur soutien inconditionnel et contraignent par des sanctions Israël à respecter le droit international. Ça, c'est le combat immédiat. Très vite va se poser la question après de la reconstruction de Gaza. Parenthèse, quand je dis cesser le feu et lever du blocus immédiat, pour nous, c'est vraiment comme ça qu'il faut présenter cette revendication. D'accord ? Et on l'a très bien vu aussi pendant la trêve, c'est que tu fais un cessez-le-feu, mais tu gardes le blocus de Gaza. Les gens meurent de faim, les gens ne peuvent pas être soignés. Et de toute façon, tu es dans une situation encore pire que celle qu'il y avait avant que ça ne débute. Donc en réalité, si tu exiges le cessez-le-feu, tu exiges la levée du blocus avec. Donc ouais, aujourd'hui concrètement, les attaques sont terribles. C'est une violence extrême, surtout que de plus en plus ils sont en train de bombarder le sud. Donc voilà, ils comptent aller jusqu'au bout. Et un des objectifs, un des rôles, un des devoirs des gens à travers le monde qui a un minimum de sens d'humanité et de justice, c'est de se dresser pour pas laisser faire ça. On est réellement en train de vivre sous nos yeux un génocide dont
les gens qui prétendent ici nous gouverner sont partie prenante. Quand on s'est dit ça, on a collectivement ici une responsabilité pour que ça s'arrête. Réellement, c'est pas rhétorique. On a réellement une responsabilité pour que ce génocide s'arrête. Merci. Je t'en prie. Merci. On va recevoir deux. Ah oui, bah, de toute façon, on va poursuivre le débat avec toi aussi. Donc, juste, on va recevoir deux militants palestiniens de Cisjordanie qui sont en France en ce moment, qui sont des militants des droits humains. Et donc, je vous donne juste le contexte. Moi, je bénévole aussi pour les Palestine. Et je suis juif et israélien de Tel Aviv. Et je connais Sami depuis des années. Sami vient d'un petit village en Cisjordanie, au sud de Cisjordanie, donc au sud de Hebron. Il va parler plus, mais il est. Et donc moi je le connais parce que je fais partie d'un groupe qui s'appelle Ta'ayush, qui est un groupe qui fait de l'accompagnement et de travail de présence dans les Cisjordanie, donc le militantisme dans des villages qui sont souvent attaqués par des colonnes et des armées israéliennes. Et voilà, donc Sami il est là depuis 2 jours, il est venu pour un congrès de l'association France-Palestine Solidarité. Donc, en ce moment, son village est vraiment sur des attaques vraiment graves. Et, comme dans tous les Cisjordanie, je sais que c'est le moment qu'on parle tout le temps de Gaza aussi, mais aussi dans le Cisjordanie, la situation est vraiment grave et ça devient pire et pire. Et voilà, je vais lui laisser la parole. Thank you, Sami. I just introduced you. Thank you. Good evening for everyone. And thank you, Omar, for opening for this chance to be here tonight and to speak with everyone. Brièvement, merci d'être là et merci à Omar de m'avoir présenté et je suis heureux d'être avec vous ce soir. وكمان also thanks for Sari for starting the speech, especially about Gaza and about the current situation there, because it is the most tragedy situation now in Palestine is what's going on in Gaza, for all the daily and every hour also massacre that the Israeli airstrike and Israeli forces are committing against our people. It's very important to confirm that since 7th October, after Israel declared the war against Gaza, against the West Bank, against all the Palestinians living between the river and the sea. We are talking about a full restrictions in all the occupied Palestinian territories since 48. In starting with locking down Palestinian towns and putting Palestinian cities under big siege and paralyzing the whole movement of Palestinians. Il faut être conscient que la guerre et l'agression engagée au 7 octobre par Israël contre le peuple palestinien l'est sur le peuple palestinien dans son ensemble, sur tout le territoire de la Palestine historique, de la rivière à la mer, que ce soit évidemment par les frappes terribles qui touchent Gaza, mais aussi par toutes les restrictions, les cessez-le-feu, les arrestations, les cessez-le-feu, les couvre-feux, les arrestations et toutes les restrictions en Cisjordanie. Additionally to giving the green light for the Israeli soldiers to shoot Palestinians immediately without any consequences in West Bank, also in Gaza. And the most dangerous than all this, it is also giving the Israeli settler, the Israeli military uniform, and giving them the guns to start to carry out attacks and crazy and criminal attacks toward Palestinian villages and Palestinian people in their homes, especially in the little communities in what's so-called Area C.
So I come from an area called Masafer Yatta in the South Hebron Hills in the south of the West Bank. We are about small villages spread in the South Hebron Hills, very close to the Green Line of border of 67. Since more than 40 years, we are facing the ethnic cleansing and eviction policy by Israel to evict us from our land and from our villages and homes there. But this never happened because of the ongoing daily struggle and summud of our people in the land all the time trying to destroy all these plans until the 7th of October came and the announcement of the war. Then the settler started with this thing of the uniform and the gun to occupy this moment of having the wartime to commit more and more crime against our people in their homes and communities. So they started to go inside the houses, beating up Palestinians, women, men, everyone. Also burning houses. Also, all this with the force of the gun that they and the green light that they have to commit everything they want. Also to expand the settlement in a crazy way in a lot of Palestinian land in the area. All this kind of attacks and coming to different communities, threatening them to leave in 24 hours, and if they don't come back, if they don't leave, they will come back and kill them in the next day. So it was a moment of chance for these settlers to continue and to commit this crime of ethnic cleansing. What's the other thing we wanted to confirm is that with all this going situation, all the main spotlight it's in Gaza. We will never try to take the main cause and the attention from the main cause of Gaza. But we have all the time to remind that there is still these settlers militia are going on with a more dangerous plans of continuation of stealing the land in this period in a more crazy way. A lot of communities has been completely removed from the like the Jordan Valley, small, very little Bedouin communities has been completely evicted due to this period of terrorism since 7th October and going on until this moment. I would like really to make like really small points clear, and I don't want to have a lot of your time, so I want to as much as thing to say and to close. Can you speak as well about a bit your family and the group of Youth of Sumud? Yeah. Look, to be honest, there is a lot of stories to tell, and there's a lot of things happened, and we went through in a personal level, and even just the trip from Palestine. I come here 2 days ago. It was also a nightmare just to cross from my home to reach Jericho to come to Jordan to come here. I had to go in the early morning in the dark and so on. But due to the situation we go through, and in a personal level, I have my cousin who was in the village shot by the settlers on the 13th of October, and just yesterday he was out from the ICU. He was almost killed. It was a zero distance, but the settler shot him with a very prohibited also type of bullets, which is also the dum-dum. So I'm happy that he's out, but this is one of the things we went through in all this tough and hard period. To tell about the period we went through in the last month, it's really also a very long period to talk about. But we go back to the main problem, that why we are living this, why we're suffering this. Okay, I would not count of what I or my family suffered, or my community in Masafer Yatta suffered as one family or one person in Gaza. Due to the to the brutal situation that they are living and going through. But we are all suffering and facing the same problem, which is the occupation. The occupation is the main problem that we are suffering since decades, and we are continuing to suffer. And with all the time, because of there is no real intention or there is no real commitment from this international community toward Palestine and toward Palestinian cause. Is this enough what happened in
like all the world is now stuck in October the 7th and not moving anywhere from that. But okay, and forgiving all the killing of 20,000 Palestinians, which is now doesn't count it at all for everyone. But also, what is led to 7th of October is the occupation. And now people are focusing there. No, you have to focus in the root of the problem. The root of the problem that brought us to this situation and will brought us to another situation we don't know is the occupation. And the occupation is the main problem that should be ended from decades and should be ended immediately right now. Yesterday I was in my visit to France was coming to participate in one of the meeting of AFPS, one of the solidarity group of Palestine for Palestine in France, and also we went to the demonstration. And I am very proud of this spirit of solidarity we have here in France, and I really hope that this solidarity groups continue to grow up. And this is, we believe, this is one of the tools could be to affect on the decision making, to especially from the politician of France to really stand for Palestine and stop this hypocrisy toward Palestinian cause, to put an end for this ongoing crimes against Palestinian people, to end the occupation, and as well to immediate ceasefire and to immediate stop the massacre of in Gaza and other situation that's going on there. Okay, I wanna stop here. I think I don't wanna make you also wait more. So thank you, and for listening, for having me today here. And I don't know if you have any question, then maybe a question. Moi j'ai une question que je garde depuis tout à l'heure. C'est un peu difficile de parler après comme ça des témoignages ce témoignage très fort. Sachant que c'est une question qui concerne plus... En fait, ce que je voulais demander tout à l'heure, c'était un peu si tu pouvais parler de la cartographie politique des mouvements de résistance et de libération nationale, au moins un peu rapidement, à la fois dans ces différences entre Gaza et en Cisjordanie, et puis disons les grands points peut-être de rupture ou de contradiction, ou les antagonismes, à quel endroit ils sont, et comment surtout aujourd'hui dans ce contexte d'horreur, comment les alliances peuvent persister, ou justement ces points de rupture continuer, ou comment ça se reconfigure en fait au niveau des différentes forces politiques en présence. Ça c'est la première question. Deuxième est aussi quels sont les liens avec la gauche israélienne. Jusqu'à quel niveau de revendication il y a des stratégies d'alliance envisageables ou pas, sachant que... Je sais pas, de délimiter un peu le périmètre de la réponse et peut-être de parler du moment actuel, parce qu'effectivement c'est un moment important sur la scène politique interne palestinienne. Pour planter le contexte, je ne sais pas à quel point vous êtes familier, mais le consensus était plutôt de dire jusque-là que le mouvement national palestinien était dans une impasse. Cette impasse consécutive aux accords d'Oslo de 1993 qui ont donné naissance à l'autorité palestinienne, qui aujourd'hui dirige la Cisjordanie. Gaza depuis 2006, la victoire aux élections législatives du Hamas est dirigée par le Hamas, donc on a effectivement ça, je pense que vous savez à peu près, voilà. Et cette dissociation-là entre ces deux entités, l'autorité palestinienne, donc dirigée par Mahmoud Abbas et le Fatah en Cisjordanie, le Hamas à Gaza. La question réelle est celle de comment est-ce qu'on peut reconstruire un mouvement de libération nationale unifié, et pas seulement, ça c'est important, pas seulement à Gaza et en Cisjordanie, mais avec toutes les composantes du peuple palestinien. Et un des gros reproches qu'on fait à Oslo, c'est en fait d'avoir coupé les ponts avec les Palestiniens qui sont dans la Palestine de 48, dans la Palestine historique, donc ceux qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, avec les réfugiés dans les camps de réfugiés, avec les Palestiniens à l'exode. Ça a été coupé au moment de la création de l'autorité palestinienne qui s'est établie sur Gaza et la Cisjordanie. Donc,
et là je parle peut-être de mon point de vue ou de celui de Boussa Palestine, mais il y a effectivement besoin de reconstruire un mouvement national qui porte les aspirations du peuple palestinien et prenne en considération toutes ses composantes. Aujourd'hui, une des conséquences très claires et très immédiates, c'est que de toute façon, ces accords d'Oslo sont morts et enterrés. En réalité, on le dit depuis longtemps. En réalité, à part peut-être les chancelleries occidentales qui n'ont toujours pas mis à jour leur logiciel, et faute de savoir quoi proposer en réalité, plus personne ne croit à un processus de paix qui mènerait à une solution à deux États. C'est de fait rendu impossible sur le terrain, et c'est de toute manière pas souhaitable et pas une voie qu'on a envie d'emprunter. Donc ça, c'est mort et enterré. Là, pardon, je te coupe, mais du coup, Ouais, tu l'as déjà dit. quand tu dis c'est mort et enterré, tu veux aussi dire que ce n'est défendu par aucun. Parce que ma question, elle portait aussi sur la cartographie, sur les points de rupture, mais ça veut dire que c'est défendu par personne. Non, alors, tu as l'autorité palestinienne, dont le seul et unique rôle aujourd'hui, en réalité, ce qui fait tenir l'autorité palestinienne, c'est ce rôle qui lui a été conféré par la communauté internationale de gestion de la population palestinienne dans le cadre de ces accords-là. Il n'y a plus d'accord de paix. Non. Officiellement, on laisse tomber les accords de paix, on laisse tomber les accords d'Oslo. L'autorité palestinienne tombe. Ce qui pose immédiatement la question de par quoi tu la remplaces, par qui, et donc c'est un vrai problème pour tous ces bailleurs de fonds occidentaux qui se posent la question aujourd'hui. Cette question, elle se pose aussi sur Gaza, pour les ennemis de la Palestine qui pensent que la suite, c'est de chasser le Hamas de Gaza et de mettre une autre gouvernance sur Gaza. Ils sont tous en train de se poser la question de mais qui Abbas et l'autorité palestinienne sont beaucoup trop affaiblis, ils tiennent même plus la Cisjordanie, ils tiendront jamais Gaza. D'autres forces palestiniennes qui, etc. Donc en réalité, cette question elle se pose du côté palestinien, mais elle se pose aussi du côté de toutes les puissances impérialistes qui veulent mettre leur pion et mettre la main sur la Palestine et savent que l'autorité palestinienne, telle qu'elle leur sert aujourd'hui, ne va pas tenir encore très longtemps. Au sein du mouvement palestinien, de toute façon, le Fatah c'est un grand parti qui a beaucoup de courants, d'accord, qui potentiellement vont se livrer une guerre dans pas longtemps, guerre politique j'entends bien sûr, pour la succession de Abbas. D'un autre côté, les autres partis et l'ensemble de l'échiquier politique qui, dans cette phase actuelle, a rejoint la résistance. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'effort de résistance, il n'est pas mené uniquement par Hamas, mais par toutes les factions. C'est évidemment le plus grand parti et celui qui a le contrôle sur la bande de Gaza, mais qui travaille en collaboration également avec, par exemple, le FPLP de gauche, voilà, ou d'autres forces. Mais justement, est-ce que tu peux en parler un peu plus de ces autres forces? Ouais, en gros. Qui sont les acteurs Les grands mouvements. Et peut-être des polarités, enfin, ce qui divise, et ce qui là actuellement rassemble, et ce qui divise, quoi. Ouais, ça alors, c'est pareil, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais en gros, en fait, il y a un truc qui est intéressant dessus, c'est que, en réalité, ça manque terriblement en France, cette compréhension-là. Et c'est vrai que, avant le 7 octobre, je pense qu'il n'y avait pas tellement voilà, on savait qu'il y avait un type qui s'appelait vaguement Mahmoud Abbas, et peut-être qu'on ne savait pas grand-chose. Là, on se dit qu'il y a le Hamas qui est là, mais c'est vrai que une compréhension un peu fine des enjeux politiques internes palestiniens, ça n'existe pas tellement ici. Donc, tu as deux questions. Quels sont les... Enfin, tu as toujours eu des partis et le mouvement. Et tu as toujours eu cette grande maison qui était l'OLP, qui regroupait des mouvements politiques dans leur diversité. Donc tu as le Fatah qui est un mouvement laïque, plutôt centre-droit, mais qui est beaucoup plus sur des bases, disons, nationalistes, initialement. Tu as le FPLP qui est un mouvement marxiste révolutionnaire, qui a été très important et qui est toujours une force assez importante. Et tu as
sur le courant plus islamiste, tu as le Hamas, qui est un mouvement islamiste qui est le principal, et le second c'est le djihad islamique, dont vous entendez aussi peut-être parler, qui est également un mouvement islamique, mais avec une sensibilité beaucoup plus de gauche pour vraiment schématiser quoi. Pour schématiser, c'est ça. C'est en gros, tu as des mouvements plutôt nationalistes, plutôt de gauche laïque, tu as des mouvements plus avec une idéologie islamique et plus ou moins de droite ou de gauche aussi. Tu as un échiquier politique qui existe, dont je t'ai cité les 4 principaux mouvements, disons. Sachant que dans chacun, après, tu as des courants différents. Vraiment, moi, je pense que la vraie question, c'est quel est l'avenir du mouvement national palestinien dans sa diversité à l'avenir, plus que la mainmise d'un parti plutôt qu'un autre aujourd'hui sur la scène, qui semble de toute façon un petit peu compromis.